Eh bien, il est 18h30, heure de Paris, et je vous souhaite la bienvenue dans le webinaire du CAREP Paris. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Marwa Daoudi, qui est donc avec nous en direct depuis Washington. Notre débat ce soir portera une fois de plus sur la Syrie, pays ravagé par la guerre depuis 10 ans maintenant. Les origines de cette guerre font l'objet de nombreux débats dans les cadres intellectuels et politiques. Lorsque les uns pointent vers le régime autoritaire et ses réseaux économiques informels comme étant la principale cause du conflit, d'autres considèrent plutôt les politiques identitaires ou les facteurs structurels régionaux comme étant le fondement de cette guerre. Parmi toutes ces thèses qui ont été avancées pour expliquer la guerre syrienne, celle qui a peut-être le plus étonné est la thèse qui stipule que le conflit a été induit par le changement climatique. En effet, plusieurs papiers et articles ont été publiés dès 2012 interrogeant le lien entre changement climatique et éruption d'un conflit en Syrie. Toutefois, ce lien de causalité que certains analystes ont voulu voir entre les vagues de sécheresse qu'a enduré la Syrie et l'apparition des mouvements de contestation à l'encontre du régime semble être une lecture quelque peu simpliste, comme le démontre donc notre invité de ce soir, Marwa Daoudi, dans son livre « The Origins of the Syrian Conflict, Climate Change and Human Security » qu'elle a publié aux éditions de l'Université de Cambridge en 2020. Vous le voyez ici à l'écran. Marwa Daoudi est professeure associée en relations internationales et détentrice de la chaire en études du monde arabe à la Edmund A. Walsh School for Foreign Service de l'Université de Georgetown aux États-Unis. Ce soir, elle nous présentera donc les thèses qu'elle développe dans son ouvrage et qui a d'ailleurs obtenu le prix Sprout de l'Association des études internationales en 2021. Bonsoir à vous, Marwa, et merci beaucoup d'être donc avec nous ce soir et ce midi pour vous depuis Washington. Merci beaucoup, Isabelle, pour votre invitation et je me réjouis de notre discussion ce soir. Absolument, le plaisir est partagé. Et donc, pour démarrer cette discussion, j'aimerais peut-être savoir ce qui vous a poussé à questionner ce discours sur le changement climatique comme étant la cause du conflit en Syrie. Alors, je me suis impliquée dans ce projet en tant que chercheuse spécialiste des questions de l'eau, des questions environnementales, notamment en ce qui concerne la Syrie. Mon premier livre était sur les négociations autour des questions de l'eau entre la Syrie, la Turquie et l'Irak, où en tant que politologue, mon focus est de sciences politiques. J'ai voulu analyser comment l'eau a joué un rôle dans les relations asymétriques de pouvoir entre les trois pays. Et j'ai notamment fait une longue recherche de terrain en Syrie et j'ai abordé ces questions-là depuis ma thèse de doctorat. Donc, j'ai voulu endosser ce chapeau-là pour contribuer à cette discussion, mais j'ai aussi pris une position pour la première fois dans ma carrière de chercheuse et dans la recherche scientifique en tant que Syrienne moi-même, ayant vécu avec une grande douleur les événements de Syrie depuis 2011, ayant vécu aussi avec grande peine tout le débat, toute la discussion autour de la Syrie qui se passait en dehors de la Syrie et sans la contribution des Syriens. Et notamment cette discussion sur les origines climatiques du conflit qui, quelque part, exonère la responsabilité, en fin de compte, du gouvernement syrien et qui, quelque part, attribue à la nature et à une certaine forme de malchance tout le désastre qui s'est produit en Syrie, toutes les souffrances qui ont eu lieu. Donc, j'ai tenu à contribuer à ce débat. Et en fait, je travaillais sur un autre livre, pour vous dire la vérité, quand j'ai vu l'émergence de ces articles et de ces discours de la part de ce que l'on appelle les think tanks, dont les centres politiques qui sont basés aux États-Unis, mais aussi de scientifiques et de spécialistes dans le domaine climatique qui ont voulu profiter quelque part de la médiatisation du conflit syrien pour attirer l'attention sur le changement climatique. Donc, ce souci de ma part était aussi de dire, nous avons besoin d'amener aussi une perspective de l'intérieur, amener des sources syriennes et aussi
quelque part mon expérience personnelle du terrain et ma contribution dans cette discussion et cette conversation. Oui, et on le voit d'ailleurs très bien dans votre ouvrage, puisque dès les premières pages, vous êtes très, très embêté, en fait, puisque vous écrivez que les mouvements de contestation qui ont eu lieu à Daraa étaient a priori sans grand rapport, en fait, avec le changement climatique, étaient sans grand rapport aussi avec la sécheresse qu'a connue le pays. Alors, la question qui demeure peut-être et à laquelle on va essayer de répondre dans cette première partie de notre échange ce soir, c'est comment expliquer l'émergence d'un discours de crise lié au changement climatique. Bien qu'il y ait eu justement des deux grandes périodes de sécheresse dont j'ai déjà parlé un peu dans l'introduction, donc entre 98 et 2001 pour la première, puis une deuxième période donc qui allait de 2006 à 2010, le mouvement de contestation qui a donc émergé à Daraa en 2011 portait essentiellement, ça vous l'écrivez dans votre livre, sur des questions de sécurité, sur la question de la répression du gouvernement, sur des enjeux économiques. Toutefois, vous faites le constat que dans la plupart en fait des discours qui s'expriment dans les hautes sphères de la politique internationale, un autre discours semble donner le ton, et ce discours-là est justement teinté d'environnementalisme d'une certaine manière. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement que dans votre ouvrage, vous citez même le prince Charles, puisque il va donner un entretien qui a lieu juste avant la COP 21 à Paris, et dans lequel il dit il existe de très bonnes preuves que l'une des principales raisons de cette horreur en Syrie était une sécheresse qui a duré environ 5 ou 6 ans. Donc, selon vous, ce discours sur le changement climatique aurait été sécurisé. Donc, peut-être on peut débattre dans un premier temps ce que vous entendez par là, par cette sécurisation en fait de ce discours, de ce changement climatique, et comment expliquez-vous que ce discours a justement primé en fait dans les plus hautes sphères de la politique internationale et notamment en Occident? Alors, par sécurisation, je me réfère à cette approche qui s'inspire de la sociologie dans le domaine des relations internationales et notamment aussi d'une perspective foucauldienne, en fin de compte, qui est l'œuvre de politologues Buzan, Holly Weaver et d'autres qui ont écrit des livres très intéressants où ils montrent que beaucoup de gouvernements et de politiques, en fait, en Europe tendent à développer un discours sécuritaire afin de justifier des mesures exceptionnelles. Donc, au-delà du jeu démocratique, en fin de compte, et notamment, ils se sont beaucoup intéressés aux questions migratoires. Et nous allons revenir sur ces questions-là parce qu'elles ont joué un rôle aussi dans le nœud qui a été fait entre l'idée d'un changement climatique et le lien qui est fait avec le conflit en général et plus particulièrement le conflit syrien. Et la variable intermédiaire étant le fait que la grande sécheresse qui a frappé le nord-est du pays entre 2006 et 2010 a engendré des flux migratoires qui n'ont pas eu de précédent dans le cadre de la Syrie, notamment entre 400 000 et 500 000 individus. Donc, il y a eu des chiffres qui ont été exagérés, qui ont parlé de 1 million. Oui, 1 million de personnes ont été impactées par la sécheresse, mais environ 400 000 à 500 000 parmi les communautés rurales du Nord-Est ont dû émigrer à l'intérieur du pays et sont allés dans les banlieues de Damas, de Daraa, d'Alep et d'autres grandes villes parce qu'ils se sont trouvés dans l'incapacité de survivre. Il y a eu une grande baisse assez drastique de la production agricole. La sécheresse faisait qu'il n'y avait plus d'accès à l'eau. Mais donc, cette migration a été sécurisée comme une source de tension, une source de conflit, alors que mon argument dans le livre est que ces migrants sont les premières victimes de la sécheresse et les premières victimes du conflit, en fin de compte. Et dans le nœud qui est fait de sécurisation, l'argument est que les migrants en général sont toujours source de tension, que le flux humain, que la mobilité est une source de conflit potentiel pour les gouvernements, mais aussi pour la région et la communauté internationale. Et en tant que Syrienne moi-même,
qui a eu un grand espoir avec la révolution syrienne. Et pour beaucoup de Syriens, ça a été un projet porteur d'un très grand espoir qui malheureusement a été supprimé par la violence et par la répression du gouvernement. Mon argument était le suivant. Il y a eu des éléments déclencheurs et des éléments structurels derrière cette révolution et ces soulèvements qui étaient pacifiques. Bien sûr, les éléments déclencheurs, l'inspiration de ce qui se passait, les révolutions égyptiennes, tunisiennes, ont été porteuses d'espoir en Syrie. Mais il y avait aussi des facteurs structurels importants qui sont les facteurs d'insécurité humaine. Et dans l'insécurité humaine, j'inclus donc les facteurs environnementaux, de sécheresse, de changement climatique, mais aussi économiques, politiques, et notamment politique, toute la répression politique, bien sûr, mais aussi les choix idéologiques et les choix économiques de gestion des ressources naturelles, de gestion économique, qui ont engendré une plus grande insécurité humaine. Donc, pour revenir à votre question, voilà pourquoi j'ai tenu à répondre. Et il y a quelque part une forme de sensationnalisme. Vous avez mentionné le prince Charles, qui, je pense, l'a fait parce qu'il est mu par un souci écologique et environnemental. Et de nouveau, le conflit syrien était partout à cette époque-là. Malheureusement, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Mais à cette époque-là, la Syrie était vraiment au centre des nouvelles internationales, de la couverture médiatique internationale. Et d'autre part, il y a aussi une forme de sensationnalisme. Je peux vous mentionner Thomas Friedman, un de ses premiers articles dans le New York Times, quelqu'un qui se targue de connaître la région à fond et de parler avec les chauffeurs de taxi, etc. Sa première couverture a été « Sans sécheresse, pas de révolution ». Donc une méconnaissance et aussi quelque part une négation de tout ce que les révolutionnaires, les personnes qui ont risqué leur vie, qui ont été détenues, qui ont été torturées, ont essayé d'apporter à la Syrie et le projet révolutionnaire qu'elles ont porté. Donc, il me fallait vraiment déconstruire tout cela et vraiment avoir une analyse approfondie de quels étaient les enjeux de sécheresse, comment ils ont été gérés par le gouvernement ou mal gérés, je dirais, et pourquoi ce discours a quelque part dépolitisé ce qui s'est passé en Syrie et nié la puissance et la voix de tous les révolutionnaires et de la population syrienne. Et là, je pense aux activistes, aux révolutionnaires, mais aussi aux communautés rurales qui ont subi, donc non seulement une sécheresse, mais une mauvaise gestion de leur gouvernement. Et ensuite, une fois que les migrants qui ont été appelés nazihin, les déplacés au sein de la Syrie, ont été complètement négligés par les autorités locales, après donc la sécheresse et leur dépossession dans le nord-est. Vous venez d'en parler justement de cette dépolitisation potentielle en fait du conflit à travers la manière dont on cadre en fait le problème. J'aimerais peut-être qu'on revienne un peu là-dessus puisque vous y consacrez aussi un certain nombre de lignes dans votre ouvrage. Vous écrivez notamment que le cadrage des problèmes a un impact considérable sur la manière de répondre à la menace perçue à la page 45. Ensuite, un peu plus loin, vous écrivez aussi que l'amalgame entre changement climatique et conflit pourrait masquer les facteurs de conflit pertinents au nom de la dramatisation, et ce surtout lorsque les gouvernements et leurs politiques sont eux-mêmes à l'origine des troubles et du conflit. Donc, dans quelle mesure peut-on réellement affirmer que la sécurisation en fait de l'environnement, du changement climatique, mais aussi de la question migratoire et de l'accès à l'eau, bien évidemment, a contribué en fait à dépolitiser ce qui se jouait en Syrie? Quand on pense à sécurisation et cette approche sociologique, il y a quelque part une partie sémantique qui est des discours qui sont mobilisateurs, qui quelque part cadrent des politiques qui vont suivre en fait. Et il y a une part de politique de la peur. Et donc quand on dit changement climatique, conflit, peut-être j'aimerais aussi donner une chance à dire que c'est une forme d'information, de permettre à ce que les gens se rendent compte de la gravité du changement climatique. Et là, quelque part, je commence mon livre aussi en disant je crois en le changement climatique. C'est important de se mobiliser et le changement climatique a impacté les ressources hydrauliques en Syrie, clairement. Et donc, il s'agit vraiment d'une menace importante. Le problème est quand cette menace sert
des politiques locales, sert à exonérer les responsabilités locales. Et donc, cette politique de la peur dans le discours et dans les constructions conceptuelles, mais aussi politiques qui se font par la suite, justifie des politiques de répression, par exemple répression des migrations ou des migrants en Europe. Et donc là, par exemple, le petit Aylan, le petit enfant qui était mort sur les rives turques, et si vous vous rappelez cette photo choquante qui a vraiment ébranlé le monde, un journal canadien, la première page disait « Voilà l'image d'un réfugié environnemental ». Donc, en réduisant le conflit syrien à la crise environnementale et climatique, et non pas le fait que ce sont des réfugiés qui ont fui la répression politique, la répression militaire, après la brutale répression et la militarisation en fait de ce qui s'est passé après la révolution en Syrie et le recours à la répression militaire par le régime syrien. Donc, ces politiques de sécurisation que l'on voit dans beaucoup de domaines a aussi permis d'avoir ce discours environnemental et de changement climatique qui à mes yeux, ne rend pas service et manque de base scientifique aussi pour toute personne qui veut vraiment comprendre ce qui s'est passé en Syrie, mais au-delà de la Syrie, de comprendre les flux migratoires en raison des questions climatiques. Cet amalgame qui est fait avec les enjeux de conflit offre une approche déterministe qui dit qu'en fin de compte, dès qu'il y a migration, il y a potentiel pour conflit, et dès qu'il y a sécheresse, il y aura conflit. Et ça n'aide pas dans le sens que ça permet uniquement des politiques répressives. Je pense qu'il y a d'autres solutions, mais dans le cadre de la Syrie, je pense qu'on doit déconstruire ce qui s'est passé. Et à mon avis, c'est pour ça que je développe un cadre conceptuel dans lequel je regarde, en fait, j'analyse les différents types de vulnérabilité dans les décennies qui ont précédé la révolution de 2011, où la vulnérabilité climatique environnementale est l'une des vulnérabilités que je combine aussi aux enjeux politiques, économiques, notamment par exemple de politique agricole, de choix idéologiques agricoles, de problèmes économiques tels que le chômage, la pauvreté, l'accès entravé aux ressources naturelles et les problèmes de corruption aussi, qui pour moi font partie d'une analyse et d'un portrait beaucoup plus complet de ce qui s'est passé dans les décennies qui ont précédé que la simple focalisation sur le changement climatique. Merci beaucoup, Marois. Donc, on a vu un peu comment, en fait, le discours a été récupéré à l'échelle internationale et aussi en partie par les médias. Ce qui m'intéresserait de savoir maintenant, c'est comment ça s'est passé à l'échelle nationale. Comment le gouvernement syrien a-t-il exploité aussi ce discours environnemental et a présenté en quelque sorte la révolution syrienne comme une révolution verte? Donc, l'un des premiers discours de Bachar el-Assad, juste après donc, les mobilisations, les soulèvements populaires à Daraa et le début des sit-ins, en fait, des protestations à Damas même, a été de dire « nous avons souffert du changement climatique ». Donc déjà, il y avait une part d'exonération, de dire « nous avons subi ce que tout autre pays a subi au travers du monde, qui est de subir le poids de la nature, le poids du changement climatique, et quelque part, ignorant complètement la répression très, très violente du régime, des soulèvements populaires pacifiques, et notamment la torture, enfin, tout a commencé à Daraa avec la torture des enfants qui avaient osé écrire « Al-Sha'ab yuridu isqat al-nizam », le peuple souhaite la fin de ce régime, la chute du régime, dans un mouvement de défi d'enfants, en fin de compte, qui ont été inspirés par ce qui se passait en Égypte et en Tunisie, et le fait que non seulement il y a eu torture de ces enfants, mais que le gouverneur local, qui était un parent de Bachar el-Assad, a ignoré la demande des familles, ce qui a mené ces familles traditionnelles de Daraa à prendre la rue, et ce qui a débuté tout un mouvement de solidarité au travers du pays et de révolution. Donc, je pense le fait d'entendre le chef de l'État, Bachar el-Assad, et de reprendre l'idée que, en fin de compte, c'est une révolte des démunis, c'est une révolte des démunis des régions rurales de la Syrie. C'était une façon de faire appel aussi au milieu urbain, de faire appel à l'image soi-disant moderne du régime en disant « nous vous défendrons contre ces démunis
qui menacent notre stabilité, notre prospérité et notre modernité quelque part. Alors qu'en fin de compte, la sécurité humaine ou l'insécurité humaine qui était vécue dans le pays, bien sûr, il y avait ces élites urbaines, les cercles du pouvoir qui bénéficiaient bien sûr du capitalisme à outrance, des réformes néolibérales qui ont été entamées sous le règne, qui ont été accélérées en fin de compte sous le règne de Bachar el-Assad, mais la majorité de la population était en situation d'insécurité humaine. Il ne s'agissait pas uniquement des populations démunies rurales qui avaient subi le changement climatique et la sécheresse. C'était une façon de tourner, en fait, de s'exonérer et d'éloigner la discussion des questions de répression politique et de détention et de torture, en disant, en fin de compte, c'est une révolution verte et nous pouvons y amener une solution qui ne soit pas politique, en fin de compte. Merci beaucoup, Marwa. Donc, nous avons abordé jusqu'à maintenant cette émergence en fait du discours sur la crise environnementale en Syrie comme cause du conflit, tout en montrant aussi ses limites. Pour l'écrivain syrien Yassine El-Haj Salah, vous avez d'ailleurs interviewé en 2016, il est évident que, et je le cite, les gens qui tiennent ce discours ignorent tout de la situation et de l'histoire syrienne, et notamment de l'histoire liée au partage en fait des ressources naturelles, car en effet, pour comprendre la manière dont la sécurité de l'eau a été sociopolitiquement construite en Syrie, il conviendrait également de regarder finalement au-delà des événements de sécheresse pour adresser des questions liées à la gestion des eaux riveraines et notamment les eaux en partage avec la Turquie, pays qui est situé en amont. Et donc, vous le montrez également que l'approvisionnement en eau de la Syrie dépend fortement en fait des relations avec ses voisins situés notamment en amont, ce qui est le cas donc de la Turquie sur l'Euphrate et aussi sur le Tigre. La Turquie a lancé dès 1980 un méga projet appelé le Grand Projet Anatolien, qui consiste en la construction de 22 barrages et de 19 centrales hydroélectriques sur l'Euphrate et aussi sur le Tigre. Donc, la fin de ce projet a été repoussée il n'y a pas si longtemps à 2050. Mais quelles sont les conséquences qu'entraîne ce projet côté syrien et en quoi ce projet expose la Syrie à de nouvelles vulnérabilités, aussi bien sur le plan environnemental que sur le plan humain? Alors Isabelle, si vous permettez, j'aimerais revenir d'abord à la première partie de votre question. Vous citez Yassine Haj Saleh, qui ne connaissait pas cette thèse du changement climatique quand je l'ai rencontré. Et j'ai voulu la tester avec lui. Je l'ai rencontré à Istanbul et je lui ai dit, mais que pensez-vous donc de cette thèse, qui est une thèse qui a été développée par beaucoup de scientifiques américains? Et il était choqué parce qu'il me dit, mais comment peuvent-ils développer cette thèse? Et par la suite, il m'a demandé de lui envoyer les articles justement parce qu'il voulait lire un peu plus sur la question. Et en fait, dans ma discussion avec Yassine Haj Saleh, pour lui, l'une des raisons principales du soulèvement syrien, c'était aussi l'état désastreux de pauvreté en Syrie qui s'est intensifié dans la décennie qui a précédé la révolution. Et je vais vous donner quelques chiffres. Par exemple, au milieu des années 2000, alors que nous étions, soi-disant, dans le discours officiel, dans un projet de modernisation, de prospérité libérale, etc., 37% de la population était au seuil de pauvreté, en ayant 2 dollars par jour à peu près, et 11% vivaient avec moins de 1 dollar par jour. Donc, l'idée de l'insécurité humaine, à laquelle se rajoute bien sûr la question politique, est très importante ici. Alors, les questions internes sont importantes. Il faut voir la gestion des ressources, les politiques économiques, et nous allons en parler. Il faut aussi regarder ce qui s'est passé dans les décennies et l'exploitation donc des ressources de l'eau en amont. Quand je parle du nord-est syrien, c'est là où se trouvent les rivières, les fleuves de l'Euphrate et du Tigre, qui sont les principales sources en eau de la Syrie et qui sont partagées en amont avec la Turquie et en aval avec l'Irak. Et en amont, bien sûr, la Turquie construit ce grand projet depuis les années 80, donc la construction de
de 22 barrages et 19 centrales hydroélectriques et qui, une fois terminées, devrait, d'après les estimations, couper 70% des flux de l'Euphrate et 40% des flux du Tigre. Alors, la Syrie et la Turquie ont été en négociation, ça c'est l'objet un petit peu de mon premier livre, pour décider des allocations et de ces projets, et, parce que la Syrie est grandement impactée, clairement, en étant en aval. Il y a eu dans ce chapitre que vous mentionnez, je me focalise sur l'Euphrate parce que je m'intéresse au grenier à blé de la Syrie, qui est le nord-est, où se concentre la plus grande production agricole et donc les ressources et les terres arables aussi. Il y a un autre enjeu hydraulique, bien sûr, qui est avec Israël, avec le Golan syrien qui est occupé par Israël depuis 1967, que je n'aborde pas, excepté dans une référence, car l'enjeu ici est vraiment à propos de l'Euphrate et donc de la production agricole dans le nord-est. Mais il ne faut pas oublier l'enjeu du Golan, puisque le Golan est toujours occupé par Israël et la Syrie est coupée de son accès au fleuve, donc le Jourdain, et notamment l'accès au lac de Tibériade. Mais en ce qui concerne ces dynamiques d'aval et en amont, la Turquie et la Syrie ont été en négociation, elles ont été en conflit aussi autour de ces questions d'eau. Il y a eu un rapprochement sous Erdogan au début, et nous connaissons en fait les relations personnelles entre les chefs d'État jusqu'à la révolution syrienne, qui ont quelque part mis la question de l'eau de côté. C'est-à-dire qu'en raison de l'invasion américaine de l'Irak, la crainte commune d'une émergence de la question kurde donc en Irak, qui posait problème aux Turcs, mais aussi aux Syriens, ce rapprochement a quelque part rendu la question de l'eau moins cruciale et moins objet de contentieux entre les deux pays. Avec la révolution syrienne et le conflit, et quand la Turquie a pris position donc, contre le gouvernement syrien, la question de l'eau est revenue une question stratégique et prioritaire. Et le gouvernement syrien a longtemps utilisé la carte kurde comme moyen de pression contre la Turquie au travers de son soutien au PKK, donc au groupe, l'insurrection kurde au sein de la Turquie, qui ensuite a été abandonnée à partir de 1998. Mais en fait, depuis 2011, il y a de nouveau un enjeu de l'eau que la Turquie, par exemple, depuis quelques années, utilise son contrôle sur l'Euphrate pour faire pression sur la zone de Hasakeh, qui depuis 2013 est devenue une région autonome kurde, qui pose une menace aux yeux des dirigeants turcs du fait de son autonomie et de la crainte que cela crée un exemple aussi, un autre exemple que celui irakien par rapport aux populations kurdes au sein de la Turquie. Donc la Turquie, avec son opération de bouclier de printemps depuis 2019, utilise aussi l'eau comme moyen de pression d'accès des populations du nord-est en Syrie, comme moyen de pression pour amener notamment les forces démocratiques syriennes à les affaiblir dans sa lutte avec les forces démocratiques syriennes, qui sont essentiellement plutôt des forces kurdes syriennes, donc dans le nord-est du pays. Donc là, l'enjeu de l'eau est revenu au devant de la scène. Il avait été mis de côté et je pense que la Turquie nie en fait l'utilisation de l'eau dans sa rivalité avec cette zone autonome kurde et sa rivalité avec le gouvernement syrien, mais les diminutions et l'accès, en plus d'une sécheresse qui a lieu en ce moment, on pense que l'eau est de nouveau utilisée et de nouveau un enjeu entre les deux pays. Et dans votre livre, vous allez même dire qu'en 2014, la Turquie aurait limité les débits en aval afin d'influencer aussi la bataille à Alep. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment un jeu déjà autour du pouvoir et une utilisation de l'eau comme une arme finalement de guerre. Est-ce qu'on peut poser la réflexion jusque-là? Oui, absolument. Et d'ailleurs, j'ai publié un article après mon livre où je regarde à l'utilisation de l'eau comme une arme de guerre dans le conflit syrien par la Turquie, qui est le nouveau venu dans le jeu. Mais si vous regardez en fait l'histoire du conflit depuis 2011, depuis la militarisation donc de la situation en Syrie,
Le régime syrien a aussi utilisé l'eau comme arme de guerre dans sa bataille, son siège de Homs, dans le fait de cibler, vous savez, les sources de l'eau permettent d'affaiblir l'ennemi. Et malheureusement, c'est une arme qui a été utilisée traditionnellement dans la région. On sait qu'Israël l'a utilisée au Liban, quand il a attaqué le Liban, utilisée contre Gaza. Donc, c'est une arme qui est effective parce que les populations sont très affaiblies et les gouvernements ne peuvent pas résister parce que quand on parle de destruction de conduits d'eau et de centrales de nettoyage et de recyclage, on entame la capacité de ces populations d'avoir accès à de l'eau potable aussi. Donc, le régime syrien l'a utilisé à Homs, l'a utilisé dans sa bataille, son siège d'Alep aussi, et notamment a aussi ciblé les sources de Fijé dans les alentours de Damas, quand il voulait en fait affaiblir les groupes rebelles qui étaient en rébellion contre le régime central. On sait aussi que ISIS, Daesh, a aussi capturé les barrages en Syrie comme un moyen de pression sur les populations locales, mais aussi sur le régime central. Et ISIS est entré en accord avec le régime central pour la livraison d'électricité à Damas. Donc, c'est intéressant de voir. C'est une arme, c'est aussi une source, malheureusement, de coopération entre un groupe non étatique violent comme ISIS et le régime central syrien, aux dépens, bien sûr, des populations civiles, puisque le régime syrien continuait de payer le salaire des employés du barrage de Tabqa qui avait été saisi par ISIS. Et donc, cette arme de l'eau a été un enjeu continuel. C'est une arme offensive, on coupe les ressources, on menace de noyer les populations, et c'est aussi une arme défensive avec la capture de barrages, comme ça a été le cas, le barrage de Tabqa et de Tishin pendant le conflit syrien. Et de nouveau, la Turquie aussi, comme puissance en aval, qui menace les populations du Nord-Est, qui coupe l'eau, en fait, l'accès à l'eau pour les populations du Nord-Est, et certains camps de réfugiés syriens aussi, à proximité de la frontière syro-turque aussi. Eh bien, je me permets quand même de faire ici peut-être une petite parenthèse un peu théorique, parce qu'il y a quand même différents courants justement autour de ces enjeux en fait qui s'affrontent. Je pense ici à l'école qui prône en fait la thèse des resource wars contre l'école qui va plutôt défendre celle de la coopération autour de l'eau. Et je pense ici notamment aux écrits de Aaron Wolf, qui est souvent cité ici. Comment vous vous situez par rapport à ces deux écoles? C'est un peu le in-between, donc au milieu, ou comment vous voyez votre approche? Alors, je vois, Isabelle, que vous enseignez ces questions-là, vous vous intéressez à ces questions-là. Alors, clairement, dans mon livre, j'aborde le débat et d'après moi, ils sont tous les deux problématiques dans le sens qu'ils sont déterministes. C'est-à-dire que vous avez d'un côté ce qu'on appelle l'école réaliste en relations internationales, qui a aussi impacté les questions, les conceptualisations de partage des eaux, etc. Et notamment dans les années 80-90, qui prône que quand il y a sécheresse, quand il y a raréfaction de l'eau, il y a conflit quelque part. Et donc l'idée des prochaines guerres de l'eau qui auront lieu au Moyen-Orient. Et dans les années 2000, vous êtes passé à l'autre opposé, et là, c'est les approches plutôt libérales, institutionnalistes, de politique économique qui disent non, en fin de compte, même s'il y a raréfaction, il y a juste une question de gestion, on manque jamais d'eau, c'est une question de prix, c'est une question d'économie, et en fait, la coopération a lieu au travers de traités. Je pense qu'il faut toujours regarder les contextes particuliers, et je pense que je n'aime, en général, je m'éloigne des approches déterministes. Parce que, par exemple, cette première école qui parle de guerre de l'eau a aussi influencé le débat actuel et le nœud qui est fait entre changement climatique, migration et conflit. Parce que dans la première école sur les guerres de l'eau, la variable intermédiaire, c'était l'idée de croissance des populations. Donc, il y avait une approche néo-malthusienne qui disait, puisqu'il y aura croissance de population, notamment, on pense aux pays du Sud, aux pays en développement, celles-ci vont impacter les ressources et vont créer une menace sécuritaire pour les pays riches du Nord. Dans les nouvelles questions climatiques, migration, de nouveau, on parle de population, mais à ce moment-là, de flux de population, et l'on dit que ces flux, du fait de la raréfaction et de la sécheresse,
vont aussi impacter la sécurité des pays du Nord. Et là, je pense de nouveau, il faut remettre les choses dans le contexte et regarder aussi quelles sont les politiques locales, quelle est la gestion de l'eau, quels sont les choix idéologiques qui sont faits. Et en fin de compte, pour la Syrie a toujours eu des situations de sécheresse. Et dans mon livre, pour pouvoir justement avoir une meilleure analyse, je compare deux cas de sécheresse. Je compare une sécheresse très grave qui avait eu lieu avant, 98 à 2001, à celle de 2006-2010. Et celle de 2006-2010 a eu des flux migratoires que la première n'a pas eu. Et je me dis, mais pourquoi, puisque la première sécheresse a été beaucoup plus grave, pourquoi n'avons-nous pas eu un conflit en 2001 comme le conflit de 2011? Et donc, cette thèse ne tient pas, à mon avis. À mon avis, il faut aller plus loin. Il faut regarder les politiques économiques, les politiques de gestion de la sécheresse et comprendre en quoi le gouvernement a négligé ces populations rurales à un moment aussi dramatique de sécheresse et de changement climatique que celui de 2006. Merci beaucoup, Marwa. Donc, nous avons vu dans cette partie que la géographie joue un rôle quelque part déterminant quand même en fonction de là où se situe un pays, donc en amont ou en aval. Et ça explique en partie aussi les sécheresses que a connues la Syrie. Mais néanmoins, vous estimez dans votre livre que ce n'est quand même pas le principal facteur. C'est plutôt la mauvaise gestion des rivières, c'est plutôt les mauvais choix politiques, pardon, qui constitueraient donc, selon vous, la véritable cause des problèmes de la pénurie et aussi de la marginalisation des zones rurales en Syrie. Et donc, dans votre 4e chapitre de cet ouvrage, vous vous intéressez plus particulièrement à l'idéologie bassiste et la manière avec laquelle cette idéologie a recomposé le lien entre environnement et la ruralité pour légitimer le régime. En prenant la formule de Raymond Bush, vous écrivez que l'arrivée du Baas était un soulèvement vert, donc il parle de Green Uprising. Est-ce que vous pourriez nous expliciter un peu ce que vous entendez par là? Alors, si vous permettez, je vais partager mon écran. Isabelle, je vais montrer un petit peu le graphique que j'ai mis. Et ça fait partie de nouveau de... Attendez, excusez-moi. Ça, c'est en fait, laissez-moi juste rapidement vous dire le cadre conceptuel que j'ai voulu mettre en avant, qui pour moi s'applique à toute situation de changement climatique, de sécheresse et de migration ou pas, et tel qu'appliqué à la Syrie, où je regarde les questions de pauvreté, de chômage, de contribution de l'agriculture au revenu national brut, et la question de l'emploi dans l'agriculture qui était très important pour le Nord-Est, et la comparaison entre les deux périodes de sécheresse, l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, et nous parlerons de tout ça. Ça, c'est la région du Nord-Est, donc anciennement Jazira, mais qui est devenue Hasakeh, et aujourd'hui qui s'est référé en fait unilatéralement depuis 2013 au Rojava, au Kurdistan occidental, donc où la population kurde syrienne se trouve en majorité. Pour revenir à votre question donc de bassisme, ce qui est important de savoir, et c'est pour ça que mon chapitre 4 met en avant la variable d'idéologie, et je la mets comme faisant partie des questions de vulnérabilité politique en fait. On voit clairement qu'il y a eu une ruralisation du parti Baas et l'accès au pouvoir en 1963 du parti Baas par un coup militaire a amené au gouvernement l'intelligentsia rurale de l'attaquer, de Deir ez-Zor, etc., qui a amené cette philosophie de mise en avant du paysan, de l'enrichissement des régions rurales qui ont été traditionnellement parmi les plus pauvres de la Syrie. Et donc l'idée de collectivisation, de mise d'un prix fixe et de ce qu'on appelle, mon graphique est en anglais, mais je vais essayer de le parcourir rapidement en français, l'idée de récolte stratégique, c'est-à-dire cette focalisation sur la sécurité alimentaire pour permettre de nourrir ces populations bourgeonnantes. Et de nouveau, c'est un idéal qui est l'idéal de beaucoup de ces pays qui ont accédé à l'indépendance. Après une période de colonisation, comme le mandat français, en fin de compte, qui a été
pendant plus de 20 ans en Syrie jusqu'à l'indépendance de la Syrie en 1945. Et donc les différentes périodes jusqu'à l'accès du parti Baas. Et cette idée de l'idéologie baassiste qui s'inspire du socialisme, du fait de la fusion entre le parti Baas et le parti socialiste syrien au début des années 60, a amené une idéologie de redistribution des ressources territoriales, des ressources hydrauliques, de sécurité alimentaire, qui était perçue à l'époque comme une sécurité nationale, c'est-à-dire qu'il fallait absolument avoir la possibilité de nourrir la population, mais aussi d'être indépendant au niveau de la sécurité alimentaire, et donc des politiques de nationalisation territoriale et de distribution aux paysans. Et donc c'était vraiment un nouveau contrat social, contrat rural, et Hinbush et d'autres, ils font allusion comme une révolution verte ou une uprising, un soulèvement vert autour des questions donc environnementales, agricoles, etc. Ce qui est important de noter, c'est que aussi, c'est la construction de grands barrages comme le barrage Tabqa en 1973 et l'idée de l'irrigation afin de multiplier les récoltes et la production alimentaire et de vraiment se focaliser sur l'agriculture comme secteur de contribution principale à l'économie nationale. Avec l'arrivée de Hafez al-Assad en 1970, ce qui est intéressant, c'est qu'il va quelque peu s'éloigner de l'idéologie et avoir une approche plus pragmatique, parce que quelque part, il y a un constat que les revenus du domaine agricole n'ont pas été suffisants pour le gouvernement, et donc il se tourne vers les secteurs marchands urbains et entre dans une forme d'alliance avec les secteurs marchands, ce que Patrick Seal a mentionné comme un complexe militaro-marchand, en fin de compte, à partir des années 70. Il y a souvent l'impression que les politiques d'ouverture économique datent du début des années 90 avec la loi numéro 10 de Infitah. En fin de compte, ça a débuté au milieu des années 70, donc quand Hafez al-Assad est venu au pouvoir, ça s'est accéléré dans les années 80, et tout cela explique quelque part aussi les politiques agricoles d'intensification, d'irrigation, qui, d'après mon étude, montrent aussi une détérioration des ressources en eau, du fait de la surexploitation des ressources souterraines, mais aussi une détérioration des sols. Quand vous avez l'irrigation intensive et aussi le fait que beaucoup de puits sont construits, des puits illégaux sont construits par les paysans qui surexploitent les ressources souterraines, vous avez clairement une dégradation en fait de toutes ces ressources. Et l'un des résultats, c'est que malgré l'objectif de sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire en Syrie, qui était de 78% en 1970, est descendue à 48% en 1990, malgré ces politiques, ces idéologies de l'eau et malgré la collectivisation. Et quelque part, on va graduellement aller vers une débassification, en fin de compte, un éloignement de ces politiques socialistes collectivistes vers des projets de libéralisation, d'ouverture de l'économie, jusqu'au mouvement dramatique de 2005, quand Bachar el-Assad, le congrès du parti Baas, décide donc de cette décision de l'économie, social market economy, de l'économie de marché social, s'inspirant de l'Allemagne et de l'évolution économique, la prospérité économique de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Et l'une des décisions dramatiques a été donc d'arrêter les subsides agricoles et notamment le soutien des communautés rurales en ce qui concernait donc les pesticides, le prix des pesticides, le prix du carburant et donc le soutien social de ces communautés à un moment de grande incertitude qui était le changement donc climatique où ces communautés vivaient une grande sécheresse, l'incapacité d'accéder aux ressources de l'eau. Et un des paysans que j'avais interviewé, qui venait de Hasakeh, que j'ai rencontré au Liban dans la vallée de la Bekaa, me disait qu'il fallait payer $500 pour pouvoir avoir une licence, pour pouvoir construire un nouveau puits. Et aucun des paysans n'avait la capacité de le faire, donc ils construisaient des puits illégaux qui sont faciles à construire, qui ne nécessitent pas beaucoup d'argent, et donc surpompage de ces ressources
souterraines et clairement une baisse des prix des récoltes et l'incapacité de ces communautés de subvenir à leurs besoins et du fait que la migration traditionnellement en Syrie, ça a été un moyen de subsistance pour beaucoup de ces économies. Mais la différence en 2006, c'est que ce n'est plus uniquement le chef de famille qui va dans les villes travailler pendant quelques mois et revenir, ce sont des communautés entières qui ont été déracinées et qui ne sont pratiquement jamais retournées à leur pays d'origine, à leur région d'origine, et qui ont été mises dans les banlieues, qui ont été négligées, dans des bidonvilles informels, sans aucun soutien local ni quoi que ce soit. J'ai eu l'occasion d'interviewer des activistes aussi qui étaient, eux, à amener la nourriture à ces populations déplacées et non pas les gouvernements et les structures locales. Et ce que je voudrais dire aussi, Isabelle, et que je n'ai pas mentionné avant, c'est que sur toutes ces questions-là, les experts syriens se sont exprimés. Et c'est très important de le souligner. Et bien sûr, leur voix n'a pas été mentionnée dans tous ces débats en dehors de la Syrie. Et j'ai ouvert tous les papiers qui ont été écrits et présentés dans le cadre de l'Association syrienne des sciences économiques entre 2005 et 2010, au moment de la sécheresse, au moment des réformes néolibérales, etc. Et tous ces experts se sont exprimés sur les questions de sécheresse, sur les questions de réforme économique, sur les questions des populations, des migrants, etc., en amenant des sources, des données, des analyses, des recommandations de manière très ouverte, avec beaucoup aussi d'expertise et de connaissances du terrain, parce qu'on parle de spécialistes d'agriculture, d'économistes, d'ingénieurs, et des ingénieurs et autres que j'ai pu aussi interviewer après 2011, pas en Syrie, et sous condition d'anonymat. Donc, cette façon, ces sources syriennes permettent aussi de mieux comprendre la mauvaise gestion des politiques économiques agricoles et les choix aussi. Par exemple, l'un des ingénieurs me disait l'idée de strategic crops, ces récoltes stratégiques, c'était le blé, le coton, l'orge, par exemple. Mais par exemple, l'idée de dire que le coton, qui est très consommateur d'eau, en fin de compte, et le fait de choisir en priorité le coton, les variantes égyptiennes et américaines, qui sont encore plus consommatrices d'eau, a été une erreur aux yeux de cet ingénieur qui a contribué à la détérioration et à la surexploitation donc, de ces ressources hydrauliques. Merci beaucoup, Marwa, pour cette présentation très détaillée et avec le graphique à l'appui, ça permet effectivement de bien suivre ces développements. Je voudrais peut-être revenir sur un point, notamment à partir des années 70, donc avec les politiques d'ouverture économique. Un point qui m'a peut-être aussi frappé dans votre ouvrage, c'est justement de voir aussi à quel point les organisations internationales, et notamment les organisations financières internationales, notamment le FMI et la Banque mondiale, ont poussé aussi la Syrie vers un abondant des subventions. Et donc, je voudrais savoir votre sentiment par rapport à cela, quel rôle revient aussi à ces institutions internationales dans le glissement en fait de la Syrie vers la libéralisation et vers une politique agricole finalement qui est toujours de plus en plus productiviste et prenant de moins en moins compte en fait les besoins des locaux. Oui, absolument. C'est une excellente question, Isabelle. Donc, en fin de compte, en cherchant ces sources et en lisant les papiers et en regardant, clairement, il y a eu un encouragement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à abandonner les subsides du secteur agricole. Et cette idée, en fait, de libéralisme, de néolibéralisme, de réforme de l'économie. Alors, il y a deux aspects ici. Je pense qu'il faut souligner qu'à la base, les politiques de sécurité alimentaire avaient aussi comme idéal de soutenir des communautés qui étaient traditionnellement marginalisées en Syrie. Donc, il y avait un idéal de redistribution qui a échoué, qui a réussi dans certains cas, qui a permis une amélioration économique de ces communautés au cours des années. Donc, elles pouvaient participer, elles avaient accès aux ressources, elles en vivaient.
Pour des raisons idéologiques aussi, de nouveau, l'idée du paysan, puisque la famille Assad originellement voulait mettre en avant ses origines paysannes comme légitimité, en fin de compte, par rapport à cette base rurale et communautaire. Donc, il y a eu cet idéal de redistribution. Le problème est qu'il faut aussi regarder au niveau régional ce qui s'est passé. En 2003, il y a eu l'invasion américaine de l'Irak et clairement, la Syrie était à l'époque une autre cible potentielle. Donc, le gouvernement syrien a répondu favorablement aux injonctions des institutions financières internationales comme un moyen d'éviter quelque part cette potentielle menace d'invasion aussi de la Syrie, à l'instar de l'Irak, et d'ouvrir le marché syrien aux investisseurs internationaux. Et j'ai lu des papiers où il y avait des recommandations clairement en disant que les subsides amènent la corruption. Et en fait, cette idée de corruption a été aussi analysée par les experts syriens locaux. Il y a des papiers vraiment très, très intéressants que j'analyse et que je reproduis dans mon livre, où les experts syriens disent effectivement, le subside, par exemple, sur le carburant. Beaucoup de personnes, d'individus, achetaient le carburant à un prix inférieur, puisqu'ils bénéficiaient de subsides, et le vendaient au prix du marché au Liban, par exemple, et faisaient des bénéfices, d'énormes bénéfices. Donc, il y avait une forme de corruption. Le problème, c'est que sous le couvert de ces réformes néolibérales, la corruption a été simplement, elle s'est déplacée ailleurs. C'est-à-dire qu'on a permis l'accès d'autres entités, on a permis l'intensification d'un capitalisme de connivence, le crony capitalism, et aussi un autre point tournant que je voulais mentionner au niveau régional, c'est le retrait de la Syrie du Liban en 2005. La présence syrienne, des armées syriennes au Liban permettait aussi, générer aussi des revenus économiques pour le régime, pour les armées, pour les personnes d'intérêt pour le régime. Donc, il fallait trouver d'autres formes, d'autres sources de revenus. Et donc, cette libéralisation était comme une façon aussi de coopter les cercles urbains, les cercles proches donc, de Bachar el-Assad et d'autres élites autour donc, à la tête du régime syrien. Alors, les institutions financières, j'ai lu des rapports qui dataient de 2008, donc après le début donc, de ces réformes néolibérales où presque du jour au lendemain, le régime a enlevé les subsides donc aux communautés rurales. Et d'après des experts de la Banque mondiale, leur argument était oui, nous avons recommandé donc la levée des subsides, mais nous l'avons recommandé de manière graduelle et non pas de manière drastique comme le gouvernement l'a fait, surtout dans une situation de sécheresse et de changement climatique. Ça, c'était l'argument de justification donc des experts de la Banque mondiale et d'autres structures financières. Mais clairement, il y a une injonction libérale ici qui a eu une dimension politique aussi. Et bien sûr, de nouveau, qui en a payé le prix et qui en a subi l'insécurité au niveau humain. Donc, je reviens au niveau des communautés, des individus. Ce sont les communautés rurales du Nord-Est qui, traditionnellement, la plus grande source d'emploi était dans le domaine agricole. Et j'ai un autre graphe dans mon livre où je montre que l'emploi, en fait, dans le Nord-Est a baissé d'environ 30% à peu près 14-15%, entre 10 et 15% en 2007, du fait donc de l'effondrement du secteur agricole suite à la sécheresse, mais aussi suite à l'implémentation de ces réformes néolibérales et de la levée des subsides. Le gouvernement syrien a réalisé son erreur, mais c'était trop tard. En 2008-2009, il y a eu des tentatives de réinstaurer les subsides, mais c'était déjà trop tard puisque toutes ces communautés avaient déjà migré dans d'autres parties du pays. Merci beaucoup, Marwa. Donc, on pourrait, pour faire vite, conclure cette troisième partie en disant que les idéologies, à la fois du basisme, à la fois de l'économie, du marché social, mais aussi ensuite les réformes néolibérales, ont mis en place des politiques qui ont engendré des insécurités. Donc, la question à laquelle on va s'intéresser donc, dans cette quatrième partie de notre débat, c'est évidemment comment réduire cette vulnérabilité
et comment augmenter la sécurité humaine, puisque c'est un sujet qui vous intéresse et qui vous préoccupe beaucoup et auquel vous consacrez un chapitre dans votre ouvrage. Donc, la notion de vulnérabilité climatique a été définie selon le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et aussi par le PNUD, comme la sensibilité ou la susceptibilité aux dommages et le manque de capacité à y faire face et à s'adapter. En quoi cette notion de vulnérabilité d'un côté et celle de la sécurité humaine de l'autre vous semble plus à même de rendre compte du rôle joué par le changement climatique dans le conflit syrien? Alors, si vous permettez, je vais de nouveau partager excusez-moi, mon écran. Revenir. Je veux, dans le cadre conceptuel que je développe, en fait, où j'essaie de voir les différentes facettes de vulnérabilité, clairement, il y a une vulnérabilité climatique et je démontre la baisse en fait des précipitations, des pluies, mais je compare les deux périodes, donc 98 et 2006, et je constate en fin de compte que la vulnérabilité climatique a été plus sévère en 98 qu'en 2006. Les températures étaient plus élevées, les pluies, la diminution des pluies était plus drastique, mais ce qui change avec 2006, c'est les aspects idéologiques, et donc là, l'idée de vulnérabilité politique. Et je pense que ce qui est manque souvent dans les analyses climatiques, c'est d'avoir cette approche de tous ces aspects à la fois, qui pour moi, ce sont des cercles concentriques et qui s'influencent mutuellement, qui sont co-constitutifs. L'économie aussi, la vulnérabilité économique, donc tout ce qui est emploi, développement, et le concept de sécurité humaine, à mes yeux, amène une fusion des questions sécuritaires, mais aussi des questions de développement économique, de prospérité, d'accès aux ressources, etc. Et notamment d'accès à la sécurité alimentaire et à la sécurité hydraulique, et notamment met en exergue les questions de division entre le rural et l'urbain, mais aussi parmi les communautés urbaines elles-mêmes, parce qu'on a aussi des grandes situations de pauvreté au sein des communautés urbaines. Je vous ai cité un chiffre tout à l'heure, mais par exemple, dans le nord-est, environ le niveau de pauvreté, le nord-est était traditionnellement la région la plus pauvre de Syrie, a toujours été une des régions les plus pauvres, mais dans le milieu des années 2000, il y avait environ 18% de pauvreté dans les communautés rurales et environ 12% dans les communautés urbaines aussi, puisqu'on a des communautés périurbaines aussi dans ces régions de province. Et clairement, la vulnérabilité économique joue un rôle, ainsi que la vulnérabilité sociale, à mon avis, qui toutes ces questions de migration, qui amènent aussi un déracinement à tous les niveaux. On parle de déracinement économique, mais aussi déracinement social, géographique, d'éducation et de possibilités donc de survie pour ces populations. Et donc là, j'aimerais souligner les trois piliers, en fin de compte, qui pour moi font partie de toute cette discussion. C'est la question de vulnérabilité que vous avez soulignée, Isabelle, mais aussi la question de résilience, d'adaptation. C'est-à-dire que ces communautés qui traditionnellement se sont toujours adaptées à la sécheresse, ce sont des communautés qui ont des sagesses millénaires en ce qui concerne l'adaptation à la nature, à la sécheresse, mais qui ont été entravées dans leur résilience et leur adaptation par le fait de ces changements drastiques venant du gouvernement central qui institue la levée du subside pratiquement du jour au lendemain et qui les laisse sans recours en fin de compte et qui accentue leur vulnérabilité à tous les niveaux. Je mets la notion de structure parce que je pense qu'il est important de regarder au niveau contextuel ce qui se passe et au niveau historique. D'où mon intérêt pour une analyse historique des politiques agricoles, des politiques économiques et des politiques de gestion de ressources humaines. Et ce qui m'amène à la question de la sécurité humaine, j'ai aussi un regard critique sur la sécurité humaine qui a été traditionnellement un concept plutôt politique, qui a été mis en avant par les économistes Amartya Sen et Habib ul-Haq pour éloigner la communauté internationale de la considération uniquement de la sécurité des États vers la sécurité des individus et des communautés. Mais mon souci est aussi d'amener
une dimension critique, il faut aussi regarder les structures inéquitables. Et là, on parle de capitalisme de connivence, on parle de corruption, on parle d'accès entravé aux ressources à tous les niveaux. Et donc, il faut avoir, à mon avis, une dimension critique de ces enjeux sécuritaires où j'inclus aussi les questions de corruption, de chômage, de pauvreté et d'enrichissement d'élites avec ces questions donc de capitalisme, de connivence, crony capitalisme, qui se sont intensifiées avec les réformes néolibérales du social market economy à la moitié des années 2000 et qui ont en fin de compte amené la dépossession et la vulnérabilité croissante de ces communautés. Merci beaucoup, Marwa. Donc, j'aimerais peut-être revenir, et ça sera une parmi les dernières questions avant d'ouvrir aussi le débat avec le public. J'aimerais revenir un peu sur les régions justement situées au nord-est et à l'est de la Syrie, notamment les gouvernorats de Hasakeh, Deir ez-Zor et Raqqa, sur lesquels vous constatez quand même des vulnérabilités accrues, notamment la pauvreté, le chômage, la forte dépendance justement au secteur agricole. Et vous écrivez justement que dans ces zones, il y a un manque de mécanismes de résilience. Donc, vous avez déjà fait une petite partie de réponse à cette question, mais j'aimerais quand même que vous reveniez là-dessus en nous expliquant pourquoi justement ces zones-là manquent si cruellement de mécanismes de résilience et quels seraient ces mécanismes-là. Alors, c'est-à-dire que quand on est en situation de vulnérabilité accrue, c'est en situation de sécheresse, donc il y a diminution des ressources hydrauliques qui a été drastique en 2006. En plus de cela, il y a eu des problèmes de contamination, puisque quand vous avez surexploitation, vous avez contamination des ressources donc souterraines, vous avez une levée des subsides. Très concrètement, quand il y avait des subsides sur le carburant, le paysan local pouvait prendre ses récoltes, conduire son camion et aller les vendre. Quand il y a eu la levée des subsides, le prix des carburants est devenu rédhibitoire et les a empêchés en fin de compte de pouvoir avoir cette mobilité. En plus, quand on pense aux puits locaux, on a besoin même d'une petite pompe qui ne coûte pas grand-chose, mais toute cette accumulation, cet accroissement des prix, le prix des pesticides aussi, qu'il y a eu une levée des subsides sur les pesticides, a fait que toute cette accumulation a rendu la vie quotidienne et la survie quotidienne des paysans très, très difficile. Donc, les a empêchés de survivre dans le cadre d'une sécheresse à laquelle ils ont l'habitude. Et en plus, qu'ils ont l'habitude de surmonter avec leurs mécanismes locaux, avec leurs petits puits, avec la possibilité d'aller vendre leur production, leur récolte, avec l'aspect communautaire, etc. Donc, le fait qu'il y a eu une destruction des communautés, le fait qu'il y a eu ce déracinement graduel de ces communautés qui ont dû migrer, qui n'avaient plus le soutien local, collectiviste, la décollectivisation, on ne pouvait plus compter donc sur les coopératives locales, de nouveaux phénomènes de corruption qui se sont accentués, a fait qu'il n'y avait plus du tout de résilience en fin de compte. C'est-à-dire que non seulement ils devaient combattre les éléments naturels, ils n'avaient pas le soutien des autorités locales et ni les moyens en fin de compte de subvenir à leurs besoins. Et d'où ils sont devenus en fin de compte, ils ont rejoint la population des populations urbaines pauvres aux alentours des grandes villes qui survivent autant qu'elles peuvent et dans des structures informelles. Donc, c'est pour ça, je pense, les deux concepts de vulnérabilité et d'adaptation et de résilience sont très importants parce que vous avez d'autres cas dans le monde de grande sécheresse, mais avec la capacité de résilience des populations qui font qu'il n'y a pas de grands flux migratoires ou de déracinement tel qu'on l'a vu en Syrie. Et pour conclure notre échange, Marwa, j'aurais peut-être une question qui m'a animée un peu tout au long de la lecture aussi de votre ouvrage, puisqu'on sait tous et toutes pertinemment qu'aujourd'hui le changement climatique est certainement en cours, mais c'est devenu aussi
à la mode, et notamment dans les mobilisations à la fois des États, mais aussi des acteurs non étatiques. Et donc, on l'a vu avec vous, vous dites que, attention à ne pas dépolitiser quand même ce qui se passe sur le terrain. Donc, la question que je me pose, c'est comment peut-on sortir de ces lectures un peu déterministes? Comment peut-on épouser aujourd'hui ce que Bruno Latour appelle la pensée complexe, qu'on a un peu mis de côté? Comment réintroduire tout cela dans notre réflexion et dans nos approches aussi des lectures, des conflits et des guerres civiles auxquelles on fait malheureusement face? Oui, absolument. Et Isabelle, je pense que c'est très important de contextualiser, d'avoir une approche d'analyse historique aussi, parce que chaque cas a ses précédents historiques, sa spécificité, mais quelque part, j'essaie aussi en tant que politologue de généraliser. Donc, mon cadre conceptuel, je l'ai testé dans d'autres cas aussi, dans des publications ultérieures, notamment au Soudan et au Maroc, où il y a eu des grandes situations de sécheresse et des questions de migration, mais il n'y a pas eu conflit nécessairement comme dans le cas du Maroc, où je me dis en fin de compte, on peut analyser ces différentes variables, on peut analyser le changement climatique selon les vulnérabilités à tous les niveaux qu'il engendre. Donc, politique, sociétale, économique, climatique aussi, bien sûr, mais il y a une possibilité dans la mesure où on dépasse les raccourcis, on dépasse l'aspect de sensationnalisme médiatique et aussi, il y a un terme en anglais qui est agency, c'est-à-dire que l'on donne la voix aux populations concernées. Et dans cette discussion sur la Syrie, je trouvais très important de mettre en avant la voix des migrants, mais aussi la voix des réfugiés que j'ai rencontrés au Liban et en Turquie, la voix des dissidents et aussi la voix des experts locaux qui a été souvent ignorée. Et il y a des experts, mais d'une connaissance incroyable sur tous ces enjeux-là. Et ils ont écrit sur ces enjeux depuis des décennies en amenant le regard d'experts. Et donc, je pense que aussi le choix des sources est important. Vous parliez de pensée complexe. Pour pouvoir avoir une pensée complexe, il faut qu'on ait les bonnes sources et non pas uniquement les sources médiatiques à la Thomas Friedman, qui adore le sensationnalisme, mais de vraiment avoir des recherches scientifiques. Et c'était le but de ma recherche, en fin de compte, de pouvoir amener ces différentes variables, de décortiquer, déconstruire, mais aussi avec une analyse historique, politique, sociétale, économique, qui se combinant, à mon avis, donne une image ou une analyse de tout ce que les enjeux du changement climatique portent en eux. Et je pense que c'est valable pour d'autres cas dans le monde. Merci beaucoup, Marois. Je vois qu'il n'y a pas encore de questions. Le public est encore un peu timide, donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos interrogations, vos commentaires ou questions. Je vais donc continuer tout simplement à poser encore quelques questions que j'avais et qui sont donc en lien aussi avec la lecture que j'ai faite de votre ouvrage et que nous n'avons pas encore abordé jusqu'à maintenant, notamment la question du droit de l'eau. C'est effectivement quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est un sujet ou une approche qui est très mal connue, malheureusement. Et donc, dans votre livre, vous consacrez en fait la troisième partie au développement de l'agriculture, d'une part, et vous montrez en même temps que ce développement a été toujours accompagné par la mise en place d'un droit d'eau au Moyen-Orient. Et donc, cette première législation sur l'eau daterait, effectivement, vous remontez loin, hein, je ne sais pas si on pourrait éventuellement montrer aussi le graphe là que vous avez fait, mais vous remontez à l'ère sumérienne avec le Code Hammurabi. Vous montrez ensuite qu'après l'introduction de l'islam, c'est la loi islamique qui a commencé à régir l'usage de l'eau en introduisant notamment deux règles majeures, à savoir le droit d'étancher sa soif, que vous appelez shafa, et le droit à l'irrigation, donc le shirk. Et dans ce droit islamique de l'eau, l'eau, donc cette ressource, elle est considérée comme un bien ayant en fait deux valeurs, une valeur publique et une valeur sociale.
Et donc, on balaie déjà dans le droit islamique l'idée même que l'eau peut être commercialisée ou peut devenir une ressource monnayable. Et on retrouve ces valeurs dans un autre code, le Majala Code, sous l'Empire ottoman. Et vous montrez très bien, en fait, dans cette partie de votre ouvrage, que c'est l'arrivée des puissances coloniales, donc ces dernières qui sont venues et qui ont surimposer d'une certaine manière, donc sur des droits existants, leur propre code de l'eau. C'était le cas en Syrie, notamment avec l'arrivée des Français qui ont amené leur propre code de l'eau. Et donc, on avait à des moments en Syrie enfin, plusieurs systèmes normatifs qui coexistaient et qui géraient en fait cette ressource. Or, à partir des années 1960, tout ça est tombé un peu dans l'oubli. Et on a laissé en quelque sorte libre cours à l'utilisation non durable de l'eau. Et donc, je voulais savoir quelles étaient les conséquences justement de ce rejet d'un pluralisme normatif et juridique autour de la gestion de cette ressource en Syrie. Oui, alors j'ai mis le graphe que vous mentionnez, Isabelle, ici pour montrer cette évolution. C'est intéressant aussi, je trouve que c'est un sujet qui est passionnant aussi, l'idée de la naissance de l'agriculture, et de l'irrigation aussi, qui provient de cette région, notamment de Jéricho en Palestine, en Irak et en Syrie. Mreibet, j'ai fait pas mal de recherches à ce niveau-là, déjà 10 000 ou 12 000 avant Jésus-Christ. Les codes que vous avez mentionnés, mais j'aimerais focaliser sur la loi islamique et l'idée de justice sociale dans l'accès et la distribution de l'eau, le droit à l'irrigation, mais aussi le droit de pouvoir assouvir sa soif, qui est un droit qui est fondamental quand on considère les questions de sécheresse. Donc, quelque part, c'est déjà les prémices du droit actuel à l'eau, en fin de compte, et notamment d'un point de vue de sécurité humaine. Donc, ce qui se passe du fait qu'il y a eu accès, donc après 46, quelque part, ce que ce graphe montre, c'est que l'idéologie a pris le dessus. Et notamment, dès qu'il y avait un coup militaire ou un nouveau gouvernement ou de nouvelles élites, c'est l'idéologie des élites qui va prendre le dessus et qui va décider quels vont être les choix économiques et les politiques agricoles, et non plus les principes de justice sociale, etc. Je vais arrêter mon screen share, mais dans ce sens, il y a un droit international de partage de l'eau, mais au niveau local, je pense que c'était vraiment l'idéologie bassiste qui a conditionné, qui a conduit un petit peu le choix donc des politiques économiques et politiques agricoles et politiques de l'eau, en fin de compte, telles que je l'ai expliqué auparavant, et non plus les principes de droit. Merci beaucoup, Marwa. Il y a une question d'un spectateur anonyme qui demande: avez-vous des données sur les dégâts environnementaux causés par les bombardements et le conflit sur l'agriculture, par exemple? Oui, alors j'ai un autre article que j'ai sorti donc à la fin de l'année dernière où je regarde, j'analyse la sécurité environnementale dans le cadre du conflit. Déjà en 2014-2013, 35% des infrastructures de conduite d'eau, etc., avaient été endommagées donc pendant le conflit. Ce qui s'est passé depuis, malheureusement, il y a une myriade de conséquences, c'est-à-dire qu'il y a les conduites d'eau et de pétrole qui ont un impact sur l'eau, parce que quand il y a eu quand les conduites de pétrole les pipelines sont endommagées, le pétrole descend et contamine en fait les ressources souterraines. Et tout cela veut dire qu'il y a plus de la moitié de la population syrienne qui n'a pas accès à des ressources en eau, d'eau potable de bonne qualité. Donc il y a une insécurité hydraulique. Il y a aussi un problème d'insécurité alimentaire. On sait que maintenant, il y a plus de la moitié, si ce n'est les 3/4 de la population qui est en situation d'insécurité alimentaire. Donc tout ça est lié aux questions de l'eau aussi, mais aussi aux questions de bombardement, d'endommagement des conduits, de perte de l'eau, et puis le secteur agricole, du fait donc de la fragmentation du pays qui quelque part a été détruit aussi du fait de ce conflit militaire. Donc une situation de famine. Yassine Haj Saleh a commenté
de manière exhaustive depuis 2011, qui rajoute en fait à l'insécurité humaine de la population. Et je voudrais rajouter un aspect qui est très important. Quand il y a des destructions d'infrastructures, il y a aussi une toxicité des débris que l'on tend à ignorer. Et par toxicité, je veux dire les débris industriels et médicaux et aussi les objets explosifs non explosés encore, donc comme les mines antipersonnelles, etc. Et on connaît les cas d'enfants qui jouent dans les débris et qui malheureusement perdent un membre, etc., si ce n'est la vie. Donc on a une myriade de conséquences du fait de ces bombardements à tous les niveaux, au niveau de santé publique, au niveau de sécurité, à tous les niveaux. Merci beaucoup, Marwa. Il y a une autre question dans la discussion. Alors, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais c'est de Younes et il demande une question relative à la dualité sécheresse-conflit au Maroc. Quels sont les points d'intersection avec le contexte syrien et les points de divergence qui ont fait qu'au Maroc, on n'a pas connu des événements pareils à ceux connus en Syrie? Oui, merci pour votre question. Donc, l'article que j'ai publié il y a quelques mois dans Global Environmental Politics, j'essaye d'appliquer mon cadre conceptuel au Soudan et au Maroc. Alors, le Soudan, vous savez, a subi la même thèse que la Syrie, qui a été de dire que le conflit de Darfour est à cause du changement climatique, alors que l'on sait qu'il y a une myriade d'autres enjeux politiques, économiques. La sécheresse a eu lieu, mais il y a eu des migrations, des flux migratoires, mais on sait aussi qu'il y a eu des politiques donc d'attribution des terres aux Janjaouides comme rétribution, comme récompense lors des menées contre les populations locales, etc. Pour le Maroc, ce qui est intéressant, c'est que vous aviez aussi une grande sécheresse à partir de 2015-2016, et il y a eu des phénomènes de séparatisme identitaire. On connaît les problèmes aussi, les soulèvements dans le Rif et les Amazighs, etc. Par contre, il n'y a pas eu de conflit généralisé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, du fait du changement climatique, il semble que le gouvernement ait pris conscience de la nécessité de remodeler ses politiques agricoles et a lancé le plan Maroc vert à partir de 2008-2009. Et c'est un plan, en fait, où il y a eu changement des cultures, des récoltes, des récoltes qui étaient consommatrices d'eau vers des récoltes qui consommaient moins l'eau, ce qui n'a pas eu lieu en Syrie. Parce que, de nouveau, le concept idéologique de récolte stratégique est un concept très idéologique. Hein, l'idée que l'on va nourrir la population avec le blé. Et on sait que les récoltes de blé ont vraiment piqué du nez en 2007-2008, créant l'insécurité alimentaire, en fin de compte. Et le pays est importateur de blé depuis des années. Et la région est une des régions numéro 1, en fait, en termes d'importation de blé au niveau international. Alors que le Maroc a quelque part une politique préemptive de dire, ouais, alors on va moderniser les systèmes de distribution et on va aussi changer le choix des récoltes et des productions alimentaires pour empêcher en fait qu'il y ait un impact pour les populations locales. Donc il y a une prise de mesure et de conscience qui était depuis une dizaine d'années en fin de compte, depuis 2008 en fait, plus que 10 ans, qui a permis de limiter en fait l'élargissement, donc les impacts de la sécheresse de 2015-2016. Je me permets de rajouter peut-être là une question, Marwa, parce que le Maroc a un autre problème qui est celui de l'accaparement des terres, en fait, d'autres pays qui viennent acheter des terres pour y cultiver et ensuite pour évidemment exporter la récolte. La Syrie, est-ce qu'elle a connu quelque chose de semblable ou non? Non, il n'y a pas eu d'achat de terres comme vous avez au Maroc ou dans des pays africains. On sait que beaucoup de pays du Golfe achètent les terres pour pouvoir y cultiver et avoir leur sécurité alimentaire quelque part. En anglais, il appelle land grabbing, la prise de terre. Donc, il y a une dimension quelque part d'expropriation, en fin de compte, parce que ce ne sont pas des récoltes ou une production alimentaire pour les populations locales, mais pour les pays qui achètent les terres. Donc, il y a une part d'expropriation et de colonialisme. Certains vous diraient même de colonialisme. Mais dans le cadre du Maroc, bien sûr. Et ce qui est intéressant avec les questions de l'eau, c'est toujours une question territoriale aussi. Je pense qu'il faut toujours analyser les deux pendants, en fait, en même temps.
Merci beaucoup, Marwa. Et je me permettrai de vous poser une dernière question, puisque vous allez conclure votre ouvrage avec une phrase qui m'a un peu marquée, qui était Policy Matters. Et oui, ça semble simple, en fait, comme conclusion de dire Policy Matters. Est-ce que la vraie solution, c'est vraiment juste de passer par des politiques adaptées, ou est-ce que c'est plus complexe que cela? Alors, j'ai tous les chapitres précédents qui expliquent le contexte des politiques, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de voir quels sont les choix politiques qui sont faits et qui prend ces choix-là. Et donc, les élites ou alors les idéologies. Et par idéologie, je n'entends pas seulement le monde arabe. Vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup d'idéologies. Idéologie identitaire, idéologie agricole aussi. Les subsides ici aux États-Unis, c'est aussi un domaine tabou. Donc, ce n'est pas vraiment particulier uniquement au monde arabe ou aux pays du Sud. Donc la dimension idéologique est aussi importante ici parce qu'elle, en fin de compte, elle informe tous les choix politiques. Donc je pense que c'est important de contextualiser les choix politiques et dans les pays démocratiques, de réclamer des choix politiques qui soient appropriés et qui ne sécurisent pas. Pour revenir à notre discussion du début, je pense qu'il y a campagne présidentielle en ce moment en France qui est problématique et dangereuse à mon avis, où les questions migratoires ou les questions de minorité, les questions d'immigration sont devenues les enjeux principaux, alors qu'en fin de compte, il faudrait peut-être focaliser sur d'autres questions, les questions économiques et autres. Mais de nouveau, il y a des agendas politiques derrière et c'est pour ça que je dis policy matters, parce qu'en fin de compte, ce sont ces choix-là et ces idéologies qui vont guider les résultats et qui vont impacter les populations en général. Donc, discours, en fin de compte, j'aurais dû dire discourses and policy. Les discours et les politiques sont importants. Oui. Merci beaucoup, Marwa. Je crois qu'il y a une autre question qui vient encore d'arriver, donc toujours de Younes. Donc, est-ce que la diplomatie hybride serait un axe important pour rétablir la paix au Moyen-Orient et notamment au pays du Cham? Alors, je ne crois pas. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que c'est un moyen de dépolitiser et ça a été une tentative de résoudre, entre guillemets, le conflit israélo-palestinien en disant, focalisons-nous sur les questions d'eau. On ne peut pas parler d'eau sans parler de territoire, d'occupation, de contexte. Et je pense que c'est une manière d'avoir une approche technocratique qui paraît peu menaçante et qui dit qu'en fin de compte, tout le monde a un intérêt à parler de l'eau et à trouver une coopération. Mais vous ne pouvez pas parler d'eau et de diplomatie de l'eau sans parler des enjeux cruciaux qui sont l'accès à la terre, qui sont aussi les questions de sécurité humaine. Donc, je pense que les deux peuvent être en combinaison. Mais je sais que c'est une approche que, par exemple, le gouvernement américain tend à privilégier pour éviter les sujets contentieux. Donc, à mon avis, il faut aller au-delà de la diplomatie hydrique. L'eau est un enjeu crucial, mais c'est un enjeu qui fait partie d'autres enjeux qui sont territoriaux, de frontières, de survie nationale, d'indépendance, etc., etc. Merci beaucoup, Marwa, pour ce brillant exposé sur la question climatique et le conflit en Syrie. Ça nous a vraiment permis, j'espère en tout cas, de voir en fait la pensée complexe que cela nécessite et d'éviter justement de tomber dans le piège d'une analyse vraiment déterministe et simpliste. Et j'aimerais conclure peut-être notre échange aujourd'hui avec une remarque qui nous a été envoyée par Amaharat, qui dit justement qu'il y a eu en 2015, en août 2015, un article dans Le Monde diplomatique avec un titre assez semblable à celui de votre ouvrage. Et effectivement, dans nos échanges précédents, le débat de ce soir, vous m'avez déjà dit que le titre du livre, il est un peu ambigu et peut effectivement induire en erreur, mais que ce n'était pas votre choix a priori. Et donc, le titre de l'article dans Le Monde diplomatique était « Aux origines climatiques des conflits » et l'article était signé par Agnès Sinan.
Sinaï, qui, elle, malheureusement, a soutenu la thèse du changement climatique étant en fait la cause du conflit ou de la révolution syrienne. Une thèse que vous avez aujourd'hui brillamment décryptée et déconstruite en fait. Donc, je vous suis vraiment reconnaissant et j'espère que les personnes qui nous ont suivis ont autant apprécié l'échange que moi-même. Merci beaucoup à vous, Marois. Je vous remercie beaucoup, Isabelle, de votre invitation. Et j'ai grand plaisir. Vous m'avez posé d'excellentes questions et vous avez vraiment eu une lecture très minutieuse de mon livre. Et on voit quand quelqu'un lit vraiment un livre ou ne le lit pas. Et d'ailleurs, par rapport au titre, c'est Cambridge University Press qui a voulu ce titre, qui est trompeur, mais qui est vendeur, malheureusement. Et je vois aussi les gens qui n'ont pas pris le temps de lire mon livre et qui ont jugé des thèses de mes écrits par rapport au titre uniquement. Et donc, clairement, il faut aller au-delà des titres pour comprendre les enjeux. Donc, on revient à cette question de pensée complexe. Il faut vraiment lire les écrits, il faut vraiment décortiquer, il faut aller aux sources et à l'évidence. Et j'ai grand plaisir à discuter avec vous aujourd'hui. Merci infiniment de votre invitation. On a une dernière question et c'est pareil, je vous l'ai posée. Donc, malheureusement, il n'y a pas encore de traduction vers le français prévu de cet ouvrage, mais je vais essayer de faire quand même une petite recension afin de rendre justice à ce beau travail que vous avez fait et de le rendre aussi accessible à un public francophone qui souhaiterait quand même lire votre ouvrage éventuellement en langue anglaise. Et en espérant évidemment qu'il sera traduit par la suite vers le français. Merci encore Marois. Donc je donne rendez-vous à notre public dans 15 jours, donc dans 2 semaines, toujours le mardi. Ce sera le 30 novembre à 18h30 avec Gaëlle Emery et on abordera donc dans 2 semaines le thème de l'art public en Algérie, un outil de requalification urbaine et de réhabilitation citoyenne. Donc, merci encore à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. Merci à Marois pour votre disponibilité. Je voulais remercier les participants aussi, les personnes qui ont assisté à la discussion et qui ont posé les questions aussi très intéressantes. Merci infiniment. Merci beaucoup à tout le monde et très bonne soirée. Bonne journée à vous, Marois, à Washington. Au revoir. À bientôt. Merci encore.